BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. 20h40, l'actu tech de cette semaine, on la découvre et on la redécouvre ensemble avec nos invités. J'accueille sur ce plateau Chris, l'investisseur, l'entrepreneur. T'as plein de casquettes, mais t'es pas encore investisseur, quoique tu peux devenir business angel. Là, non, pour l'instant, il n'y a rien qui est liquide. Donc non, pas pour l'instant. Chris, On-Off Télécom, tu es venu à plusieurs reprises nous parler de cette super entreprise. En gros, tu nous permets d'avoir 1 ou 2 ou 3 ou 10 numéros supplémentaires. Exactement, via l'application On-Off. Via l'app, oui, puisque tout est dans le cloud, pas besoin de carte SIM. Jeanne Dussoy est avec nous aussi ce soir, globalizenow.com. Jeanne, bonsoir, merci d'être là. Sébastien. Je suis un peu goujat, j'aurais dû commencer avec toi. Mais bon, voilà. Je vais dire, tiens, je peux te donner la parole pour démarrer. Ce chiffre-là, qu'en penses-tu ? 3 milliards de comptes, de faux comptes supprimés par Facebook, on l'apprend donc ce jeudi soir, entre octobre 2018 et mars 2019. C'est quand même dingue. Ils ont supprimé plus de comptes qu'ils ont d'utilisateurs actifs. C'est encore un élément de communication qu'ils utilisent parce qu'on sait que Facebook est dans une période où ils doivent montrer que tout s'assainit, que voilà, on fait le grand ménage pour la grande révolution vers la vie privée, la privacy. Donc c'est vrai que ce chiffre est complètement étonnant parce que c'est, tu le disais, supérieur au nombre d'utilisateurs actifs qui est autour de 2,3. Après, si on ajoute Instagram et les autres, ça monte à 2,7. Mais voilà, il y a cette activité de création de faux comptes. Bon, est-ce que ça impacte vraiment l'activité et l'usage de Facebook? Pas tellement, c'est plutôt un élément de communication qui participe au renouveau de Facebook, enfin en tout cas celui qu'ils nous promettent. Exactement, ouais. Comment tu regardes? Non, mais c'est totalement, c'est clair que c'est un élément de communication parce qu'ils n'ont pas une obligation. Par exemple, justement, pour faire un parallèle, même si moi je suis minuscule dans ma boîte de télécom, nous en termes, vu qu'on a des licences télécom, on a une obligation légale quand on a des réquisitions judiciaires pour la police ou quoi que ce soit, donc de connaître les infos sur les personnes. Et donc on a évidemment, comme tout le monde, des gens qui créent des faux comptes et on doit les gérer, etc. Alors à notre petit niveau, c'est déjà un sacré cassement de tête. Alors, j'imagine au niveau de Facebook, mais ils ont sûrement pendant pas mal d'années fait un peu silencieux parce que ça leur créait de la data. Ils ont sûrement dit, bah voilà, on a beaucoup plus de comptes qu'en réalité, mais aujourd'hui, combien il y a de vrais comptes sur Facebook? On est à quoi? 2 milliards 7, c'est ça? Ils disent qu'ils n'ont que 5% de faux comptes au total. Toi, Raphaël, comment tu regardes ça? C'est vrai qu'au regard donc, de ce chiffre qui paraît bas quand même, 5% de faux comptes actuellement, ils disent sur notre plateforme, versus ils ont supprimé 3 milliards, ou ils ont empêché, on va dire, 3 milliards de faux comptes de s'inscrire réellement sur les 6 derniers mois, quoi. C'est toujours le même problème avec Facebook, c'est-à-dire que même si on laisse 1% d'erreur, et c'est ce qui se passe aussi avec la modération, c'est ce qui se passe avec la modération des commentaires haineux, c'est qu'on est dans des proportions qui sont telles, avec un tel nombre d'utilisateurs au niveau mondial, dès qu'on laisse passer quelque chose, forcément, c'est en grand nombre. C'est ce qu'on va c'est ce qu'on va retenir. Il y a forcément des petites boulettes ou des forcément, c'est ce qu'on va retenir, et la minorité chez Facebook est dans une proportion énorme finalement à l'échelle humaine. Donc c'est normal. Donc quand vous voyez des publications Facebook qui génèrent 40 000 commentaires, mettez 5% de commentaires haineux que vous n'arrivez pas à déceler, vous aurez des centaines de commentaires haineux. Donc le problème de Facebook, c'est que c'est même en ayant, c'est un peu dur même pour eux, mais même en ayant des algorithmes extrêmement performants et un nombre de salariés qui serait beaucoup plus important, le phénomène est tel que ce serait impossible à parer, et en tout cas, ce serait impossible que ces contenus restent sous le radar. Et donc c'est évidemment la même chose pour les faux comptes. Alors là, en plus, les faux comptes, c'est un peu différent parce qu'il y a un phénomène de flux. C'est-à-dire que c'est 5% des faux comptes, mais comme ils en suppriment en permanence, et dès qu'on supprime un faux compte, il réapparaît. Donc finalement, en termes, si on prend les flux et qu'on les transforme en stock, forcément, on arrive à des chiffres qui sont absolument énormes. Ce qui est quand même étonnant, c'est que créer un faux compte, c'est pas si facile sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a souvent de la validation par SMS de numéro de mobile, parce que tout de suite, on est détecté. Si on le fait avec un mail, il y aura des systèmes de sécurité qui vont se mettre en place par rapport à notre IP, etc. S'ils commencent à détecter justement que ce compte semble être on va dire un faux compte, et ça veut dire que les gens ont besoin d'avoir des cartes SIM derrière, etc. Et ça en fait beaucoup de fausses cartes SIM. Et sur le chiffre de 5%, toi, Jeanne, ça te semble... ils auraient que 5%, ça paraît pas énorme, de vrais faux comptes, c'est-à-dire des gens qui sont passés entre les mailles du filet,
Donc qui sont considérés comme actifs alors qu'en fait, voilà, il n'y a personne derrière. Ouais, non, Twitter avait fait un peu le même genre d'annonce. Ouais, ils ont bien nettoyé, eux. Ouais. Voilà, et à chaque fois, ce genre d'annonce intervient au moment où il y a un nouveau format publicitaire qui doit convaincre les annonceurs. Donc voilà, on peut se douter que Facebook est en train d'essayer de présenter, en tout cas de convaincre les annonceurs sur peut-être des nouveaux formats publicitaires. C'est une annonce qui intervient en général à ce moment-là, 5%, 10% finalement. Sachant que souvent, chaque plateforme a sa forme de comptage, notamment sur la publicité, hein, souvent sur ces plateformes-là. Une seconde, on considère que tu as vu la pub, quoi. Une seule seconde, hein. C'est rien. Pour les annonceurs, non. En fait, on a beaucoup, ils veulent plus, mais... on a beaucoup, en tout cas, d'agences qui nous facturent après 10 secondes. C'est-à-dire que, je le sais, puisque je commence à payer avec On-Off pas mal de pubs, et justement, ce que j'ai négocié dernièrement avec des annonceurs, c'est je commence à payer la pub que quand la pub a été vue au minimum 10 secondes. Sur les plateformes aussi, alors ? Sur les grandes plateformes ? Ah oui, sur les grandes plateformes, bien évidemment. Bon, donc ça se négocie. Ça, c'est nouveau, ça. Ouais. Alors, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, ça se négocie avec l'annonce, avec les agences qui me gèrent ça, parce que je leur dis, évidemment, si la personne, au bout d'une seconde zappe, elle n'aura pas compris mon message. Oui, on est d'accord. Bon, la grosse actu de la semaine, évidemment, c'était Huawei aussi, hein, lâché de toutes parts. Vous avez vu cette liste, il y a la blacklist, hein, les Chinois qui sont sur la blacklist, DJI, Huawei évidemment, et d'autres. On pourra parler de HK Vision dans un instant. Et puis il y a tous ces Américains, ou anglo-saxons d'ailleurs, ou japonais d'ailleurs, on va dire occidentaux, qui les uns après les autres coupent les ponts avec donc les Chinois, entre autres Huawei. On a eu Google en début de semaine, Raphaël, Microsoft plus récemment, ARM, on en parle beaucoup donc depuis 24-48 heures, le britannique avec ses puces, hein, l'architecture des puces, Qualcomm, Intel, Broadcom, Panasonic au Japon, NTT aussi, bon voilà, on arrête là, mais il y en a d'autres. C'est vrai que Google, c'était un tremblement de terre, évidemment, mais là, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était cet effet domino qui arrive sur tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a Panasonic, il y a d'autres boîtes, mais comme tu disais, ARM, et on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'ARM, c'est le cœur du réacteur, c'est-à-dire que Google, c'est la partie logicielle, ARM, c'est l'architecture des processeurs que Huawei fait. C'est-à-dire que même Huawei, qui ne voulait plus acheter de processeurs américains de chez Qualcomm, justement en prévision de potentiellement cette guerre commerciale, s'est retrouvé quand même à se servir de l'architecture des processeurs ARM, qui est une boîte britannique, qui n'est pas une boîte américaine, mais qui utilise, selon les Américains, des technologies britanniques. Et donc les Américains se disent, dans ce cas-là, on peut imposer à ARM de couper les... Des technologies américaines des technologies américaines. Ouais. Et donc, avec ça, les Américains... Ils n'ont pas le droit de faire du business. Exactement. Les Américains disent à ARM, vous coupez les ponts avec avec Huawei, ce qui fait que Huawei, aujourd'hui, ne peut plus travailler avec ARM, donc ne peut plus travailler avec la boîte avec laquelle elle fabrique ses propres processeurs pour ses propres smartphones. Et donc, la grosse évolution par rapport au début de semaine où on parlait de Google et donc du marché extérieur, parce qu'évidemment, de toute façon, Huawei, sur les smartphones qui sont vendus en Chine, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de GAFA. Là, c'est pour... Apple. Alors, il y a Apple, mais je veux dire sur les produits Android. Mais là, c'est vraiment les smartphones vendus, y compris en Chine, puisque s'ils n'ont pas leur propre processeur, ils ne peuvent pas les vendre même chez eux. Donc là, clairement, les Américains sont encore bien plus offensifs que prévu. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que ça puisse avancer comme ça et que ce ne soit pas un moyen de pression pour dire aux Chinois, revenez. Trump est très malin, moi je pense, en déclenchant un peu ces hostilités. Alors c'est vrai, il y a récemment Apple qui a perdu la main en Chine et Huawei est passé devant sur le marché, sur son propre marché. Ce qu'il est en train de faire, et moi je me suis vraiment posé la question, parce que quand on regarde un peu dans les années précédentes, c'est absolument pas nouveau, la menace. On parlait de ZTE à un moment donné, on parlait de Huawei, mais on retrouve une commission parlementaire américaine qui, dès 2013, mettait en garde contre les risques d'espionnage. Dès 2012, il y avait des accusations d'espionnage de la CIA, de la NSA envers Huawei et vice-versa. Donc ils s'envoient vraiment un jeu de boulet de canon depuis 2012. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Apple est en train quand même de ralentir. Apple n'a pas eu une très bonne année en 2018. Donc moi, je pense que ce que Trump essaye de faire, c'est de gagner du temps. Et Trump, en tout cas, les boîtes américaines, dans cette bataille que, nous, on a perdu, on a pu Alcatel, etc.,
mais c'est en fait une question de temps. C'est une histoire de gagner quelques semaines, quelques mois de développement en amont sur la 5G, sur des sujets clés d'IoT sur lesquels évidemment Huawei se positionne puisque c'est de l'infrastructure et du téléphone, mais bien au-delà. Donc c'est vraiment une histoire de gagner du temps parce que qui ment, qui dit la vérité, finalement les deux camps mentent entre la NSA, entre les services chinois. Voilà, on sait très bien, c'est un jeu permanent. Les Américains espionnent depuis longtemps. Depuis des années. Donc c'est juste une histoire de temps de développement pour prendre un peu d'avance sur le concurrent. Mais en plus, là, on n'est même pas persuadé. C'est bien une guerre technologique qui utilise des moyens politiques. C'est 100%, c'est-à-dire que là c'est sûr qu'il y a un problème technologique et d'espionnage potentiel derrière, mais on ne sait pas du tout si c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils mettent ça en avant, mais c'est vraiment de la politique pour faire du commerce à l'intérieur. On est dans une bataille de pouvoir et les Américains ont toujours essayé de garder la totalité du pouvoir, en tout cas informatique chez eux, les Chinois aussi, etc. Donc c'est une guerre. Et nous, où est-ce qu'on se situe ? La France, on a quand même accueilli à bras ouverts Huawei, qui avait des investissements 1,5 milliards en 2014, c'était sous le gouvernement Hollande pour les emplois. Il y a plus de 2000 personnes qui travaillent aujourd'hui chez Huawei en France. Il y a plein de partenaires. Huawei s'était efforcé toutes ces années à tisser des partenariats pour justement gommer cette identité chinoise et montrer qu'ils sont internationaux. Donc il y a énormément d'entreprises européennes. Il y a STM Microelectronics, il y a un centre design en France. Donc quelles conséquences aussi pour la France ? C'est une question. Nous, on les Américains, ils prennent pas de gants. Vous avez vu le chef de la diplomatie américaine, il dit clairement les Chinois nous mentent dans cette affaire. Hein. Voilà, et si les Français doivent faire pareil, alors que nous on a signé des partenariats quand même, c'est. Mais c'est aussi à double tranchant, parce que c'est pas forcément un cadeau pour Google, parce qu'aujourd'hui Google ça les arrange pas du tout de devoir couper les ponts avec Huawei. Il y a une réciprocité. Tout et à donc si derrière Huawei se retire du marché occidental et qu'il y a d'autres marques avec Google qui prennent la place, pourquoi pas. Mais il y a quand même un risque si on suppose que tout ça va jusqu'au bout. C'est que Huawei développe sa propre interface, son propre logiciel. Ils veulent gagner du temps là-dessus. Voilà, oui. Faites un iOS vous-même, comme ça nous laisse du temps pour avancer sur d'autres choses. Mais si par hasard ça marchait bien, c'est-à-dire que Huawei, qu'est-ce qui peut se passer aussi, c'est que ça va devenir un peu l'ambassadeur des BATX, c'est-à-dire des boîtes chinoises, alors pas forcément qui vont peut-être pas pouvoir s'imposer. Huawei ne suffira pas à ces boîtes pour qu'elles puissent s'imposer en Occident ou en Europe. Par contre, je pense à d'autres marchés, comme l'Inde, comme l'Amérique du Sud, comme l'Afrique, ou WeChat est plus populaire que WhatsApp. Pourquoi ? Parce que sur WeChat, il y a du paiement. Donc ça peut être aussi à double tranchant. Si derrière Huawei réussit cet énorme défi qui est de refaire une interface logicielle, ça peut être derrière un propulseur pour toutes ces boîtes chinoises. Je crois que ça peut être un mal pour un bien, toi. Alors, c'est très risqué en tout cas, du point de vue des Américains. Ça peut les mettre par terre, comme ça peut les renforcer et les relancer. Alors, du point de vue des Chinois, ça peut les renforcer en considérant aujourd'hui, évidemment, il y a Microsoft, Amazon qui ont essayé de créer leur interface, ça marchait pas, ça n'a pas marché. Mais enfin là, Huawei, c'est le deuxième plus gros fabricant au monde. Ils vendent des centaines de millions de smartphones, ils ont un impact qui est énorme, ils ont une offre aujourd'hui, ils ont une marge de manœuvre qui est énorme. Alors il y a ce problème de processeurs là qui vont devoir régler, ça c'est évident. Mais derrière, ils ont une puissance qui est énorme. C'est un des plus gros budgets de recherche et développement dans le monde. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, on a le hard et le software, le logiciel et les produits. C'est vrai pour Huawei, évidemment, dans les telcos, avec ses antennes et ses smartphones. C'est vrai pour DJI, avec ces drones et l'intelligence aussi embarquée. C'était vrai aussi pour Hikvision ou HK Vision, comme on le disait tout à l'heure, cette semaine, Marc Ménassé sur notre antenne, à la fois un entrepreneur et investisseur. Écoutez, Marc Ménassé, donc il connaît bien ce constructeur de caméras de surveillance, parce que lui-même est investisseur dans un petit concurrent français. On écoute Marc Ménassé, je vous fais réagir juste après. C'est eux qui installent les fameuses caméras dans les lieux de retail afin de détecter les vols. C'est un métier qu'on connaît bien chez Founders Future, puisqu'on a financé et on accompagne opérationnellement dans le cadre de notre studio une société qui s'appelle Vision avec 2 E, qui est une société qui en fait prend les images de télésurveillance en appliquant une couche d'intelligence artificielle dessus pour détecter en amont les vols et les gestes suspects. Voilà, donc dont le principal use case, comme disent les Américains, est
et le retail, et puis d'autres industries à les Chinois venir. sont très en avance ou pas? Parce qu'eux, ils l'appliquent au retail, mais ils l'appliquent à tout. Hein. Ils l'appliquent à tout. Ils l'appliquent à tout. Ils sont extrêmement en avance. Faut, sans faire mon Laurent Alexandre, que j'aime beaucoup au demeurant, il y a des investissements. Ils vont tous nous bouffer. Voilà, ouais, parce que les investissements sont juste extrêmement massifs. Et surtout, c'est absolument pas réglementé. Donc quand c'est pas réglementé, vous avancez par définition beaucoup plus vite. Donc c'est notre. Il n'y a pas la CNIL en Chine, quoi. Voilà, absolument. Voilà donc pour HK Vision sur la blacklist officielle ou officieuse des Américains, Jeanne, donc les drones, les caméras de surveillance, les telcos au sens large avec les smartphones et les antennes relais. Est-ce que ça peut continuer comme ça longtemps ? Aujourd'hui, je pense que, et on s'en rend compte, c'est juste un coup de pression, mais l'économie aujourd'hui est beaucoup trop interconnectée, et c'est ce qu'on essaye de montrer sur Globalize, puisqu'on est l'économie pour ces professionnels ouverts sur le monde, pour qu'il n'y ait pas de conséquences aussi, que ce soit pour le consommateur, pour les employés de l'entreprise. Voilà, il y a forcément un terrain d'entente qui va être trouvé, un statu quo, parce que tout est imbriqué. La puce, elle vient de Shenzhen, mais elle sert aussi à ce fabricant américain qui utilise une autre. Il y a Leica aussi, l'allemand, qui est la figure emblématique de Huawei, des modèles. Donc c'est trop imbriqué pour moi. Je ne pense pas que ce soit durable pour toutes ces marques. Oui, l'optique Leica, tu as raison, maintenant qui équipe une bonne partie des smartphones haut de gamme de Huawei. Là-dessus, Taïk, comment tu regardes cela? Oui, les caméras. Moi, ce qui m'étonne ce qui m'étonne simplement d'une façon un peu globale, c'est que à ce niveau de technologique et d'information, que chacun accuse l'autre sans arriver réellement à prouver. Je veux dire, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas dans toutes ces technologies à vérifier qu'il n'y a pas de. C'est pas leur but, je pense. De backdoor ou quoi que ce soit. Voilà. Tu réponds à ma question exactement. C'est ça, parce que normalement, ils peuvent regarder dans les produits Huawei qu'ils achètent vraiment s'il y a une backdoor ou quoi que ce soit. Normalement, ça se vérifie. Puis à un moment, il va y avoir une pression quand même, effectivement. C'est ce qu'on voyait justement dans le sujet des boîtes qui ont investi et qui ont besoin de Huawei pour la 5G, parce qu'aujourd'hui le reste n'est pas aussi compétitif. On parlait de HK Vision en vidéosurveillance. Alors par exemple, c'est HK Vision qui envoie les caméras pour surveiller par exemple les LBD. Il y a eu les débats sur les tirs de LBD. Et c'était le gouvernement précédent qui avait commandé ces caméras parce qu'elles étaient 2 fois moins chères. Voilà, donc on voit qu'à tous les niveaux, que ce soit les administrations, les institutions publiques comme les boîtes privées, à un moment, quand on investit, on regarde l'investissement et la rentabilité d'un investissement. Et c'est vrai qu'ils sont très forts. Huawei, par exemple, quand ils offrent un sort de toute leur technologie clé en main, ils le mettent dans des conteneurs. Ça arrive sur un port en Afrique, il y a tout à l'intérieur. Tu mets juste les câbles et directement ça marche. C'est extrêmement compétitif. C'est de la folie. Bon, le risque quand même, c'est que là-dedans, tout le monde y perd, et notamment les Américains avec toutes ces taxes, tous ces droits supplémentaires, droits de douane, parce que voilà, ils importent massivement des produits chinois. C'était la fête de New York cette semaine qui calculait que ça coûterait autour de $830 par an à chaque foyer américain. Par contre, juste un peu quand même à se poser une question, c'est qu'on voit que les Chinois se battent pour leur pays finalement, les Américains et tout, l'Europe. On a perdu déjà depuis un petit bout de temps. On a perdu, mais on vote ce week-end. Et la tech, elle aussi a son mot à dire là-dessus. On en parle dans un instant, il sera à 21h, à tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. L'actu tech avec quand même les européennes évidemment ce week-end. Alors on parle pas de politique sur BFM Business, surtout pas pendant cette période, mais quand même d'un mot, la tech, que peut-elle faire? Je vous pose la question à tous et notamment à toi. Donc Jeanne Duseuil, globalicenow.com, toujours avec Taïkris, On Off Télécom et donc Raphaël Grabli de BFM Tech que tu diriges de main de maître. Et donc les européennes. Peut-être pour toi, effectivement, Jeanne, que peut faire la tech, que peuvent faire les civic tech là? Oui, parce que c'est un peu la caractéristique des élections européennes, mais pas seulement. Il y a un vrai désintérêt. C'est ce que montrent tous les sondages. Or, depuis des années, on nous parle, et encore, il y a une start-up qui a levé des fonds, ces fameux civic tech qui sont censés reconstruire le lien entre le citoyen et l'élu. Mais attends, au-delà des sondages, regarde la participation depuis le début, depuis 79. Arrête pas de s'effriter. Elle ne cesse de baisser. Voilà. Bon, on est tombé à quoi? 42, 43%, ouais, selon les pays, mais en moyenne, c'est 42-43%.
Donc là-dessus, des startups se sont dit, on va reconstruire le lien, mais ça marche toujours pas, puisque les sondages montrent que peu de Français probablement se déplaceront dimanche pour ce scrutin. Donc c'est essayer de comprendre les raisons. Moi, j'en ai identifié au moins 3. D'abord, c'est le modèle économique qui est compliqué des civic tech. Alors on a donc cette startup belge Citizen Lab qui a levé 2 millions d'euros, mais on se rend compte dans le modèle que si on n'est pas adossé à des acteurs qui sont très liés au marché public, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut avoir dans son capital des gens qui vont vous faire les connexions avec le monde public pour aller chercher des budgets d'argent public pour vraiment se lancer. C'est ce qui se passe avec cette start-up belge qu'on a observé sur Globalize. L'autre raison, et c'est celle qui est donnée par un entrepreneur, Brice Médieux de Polypart, c'est la confiance. Avant d'essayer de recréer le lien entre l'élu et le citoyen, déjà essayons de rebâtir la confiance. C'est déjà ça le problème, puisque moi, en tant qu'entrepreneur dans la civic tech, ce qui m'expliquait, c'est que les gens ne croient même plus déjà à l'élu. Et on a des débats qui s'organisent sur les chaînes de ce groupe, mais la confiance manque. Le système, les élus, ça n'intéresse plus. Et en tout cas, voilà, il n'y a plus de lien de confiance. Et la dernière raison que j'ai identifiée, en tout cas, quand on regarde un peu le secteur, c'est qu'en fait, civic tech, si ça n'est pas associé avec un autre secteur voisin, cousin, qui est celui de la GovTech, de la gouvernance tech, il y a quasiment très peu d'innovation, ou en tout cas d'intérêt qui peut se recréer. La GovTech, c'est ce qui permet de contrôler la dépense publique, par exemple, de contrôler les impôts, d'apporter une forme de transparence, de responsabilisation sur les données d'un gouvernement, ce qui est assez développé avec des initiatives comme Code for America aux États-Unis ou Public en Grande-Bretagne. Donc, s'il n'y a pas avec le mouvement civic tech, ce qui est l'équivalent pour le gouvernement, c'est-à-dire de pouvoir contrôler son élu, de pouvoir avoir accès à toutes ces données, une forme de transparence et cette notion anglo-saxonne d'accountability, de responsabilisation de l'élu, voilà, du coup la confiance ne peut pas se bâtir. Donc pour moi c'est ça qu'on voit apparaître, c'est une deuxième génération de civic tech peut émerger si elle est basée sur de la data et sur de la GovTech avec cette idée de transparence et de libérer une base de données, ce que fait Citoyen App, qui est une nouvelle application qui a été qu'on a évoquée sur le site de la Tribune, que j'ai trouvé sur la Tribune, mais voilà, Citoyen App, elle par exemple propose de la donnée. Alors ça vient d'organismes officiels, INSEE, Eurostat, qui sont aussi parfois discutés sur leur méthode de calcul, mais en tout cas il y a cette démarche un peu horizontale de solliciter le citoyen lui-même, de dire voilà, contrôler les comptes, contrôler les données, et puis on a cet accès à l'information plutôt que de collaborer, de recréer un lien. On a un accès à l'information qui nous permet de nous informer et de contrôler. Bon, au-delà des européennes, puisqu'on va laisser tout le monde voter sereinement ce week-end, Taï ou Raphaël, qu'est-ce que vous pensez de ces GovTech ou Civic Tech? Parfois, ça peut être juste comme ça, repérer les signaux faibles au niveau très local, tu vois, j'en sais rien. Toi, tu vas lancer une pétition sur les trottinettes dans ton quartier. Raphaël, on en tient le maire du 15e, 16e, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, etc. Est-ce que tu y vois un intérêt ou pour toi, c'est un peu gadget et ça ne ramènera pas in fine les gens dans les bureaux de vote? Je pense qu'il y a une demande quand même. On voit, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, l'essor que ça a eu sur Facebook. Donc il y a vraiment une demande de connexion et de lien. Après, la question, c'est qui peut s'en emparer en tant que boîte ou association, mais enfin plutôt en tant qu'entreprise. Facebook essaye aux États-Unis, ils ont créé d'ailleurs des pages, des nouvelles options pour gérer les relations avec ses élus. Le problème, c'est que c'est un domaine où par défaut, on ne peut pas faire ça au niveau international. C'est purement local à chaque fois. Déjà, chaque pays a ses propres règles, chaque pays a sa propre constitution. Chaque pays a sa propre culture politique, donc par définition. Donc tu peux pas en faire un business à l'échelle, quoi. On peut pas exactement. Il peut pas y avoir exactement. Ça ne peut pas être scalable parce que il n'y a pas d'échelle possible dans ce business. Ça ne peut être qu'au niveau local, c'est-à-dire soit national, soit encore plus local. Et après, il y a un autre problème que je vois, c'est aussi le problème du rythme. C'est-à-dire que forcément, ça s'intensifie, on l'a en ce moment, mais au niveau des élections, tous les types d'élections, et avec, on va dire, la Coupe du Monde des élections, forcément la présidentielle en France, mais qui n'est pas du tout les rythmes sont très différents en fonction des pays. Et c'est vrai que pour une entreprise, c'est très difficile quand même, dans ce cas-là, on est proche de l'événementiel, c'est-à-dire comment faire un business en gérant ces énormes différences d'intensité en fonction des élections, éventuellement en fonction des mouvements sociaux. Donc c'est vrai que c'est une matière qui existe, mais qui est tellement fluctuante que ça me paraît très difficile à capter pour une entreprise quand même.
Bon, toi, tu es dans les télécoms, mais tu te serais lancé il y a quelques années dans ce business de la civic tech? En fait, moi, j'essaye au maximum, en tout cas toute ma vie, j'ai essayé d'être dans l'action le plus possible et d'être dans des métiers où les choses avancent vite et tout ce que je fais, je sens qu'au jour le jour, ça avance. Parfois très vite. Voilà, parfois très vite. Du premier étage de la Tour Eiffel. Voilà, donc t'es pas sur le rythme politique. En roller. Voilà, le rythme politique, loin de moi, quoi. Voilà, ça me fatigue. Je me rappelle même dans mon sport à l'époque où je faisais des compétitions, etc. J'avais eu des propositions pour être à la Fédération française de roller. J'aurais pu, par exemple, être très impliqué dans tous les sports olympiques pour essayer d'amener les sports extrêmes petit à petit au sport olympique. J'ai essayé pendant une petite partie et quelques mois et j'ai vu la longueur, etc. C'est pas pour moi. Non, la politique, c'est pas toi. Vous pouvez faire des trucs plus rapides et plus voilà, pas de chemin. En fait, même on le voit même dans la création de ma boîte, j'aurais pu au début chercher des fonds publics pour essayer de lever avec BPI France, etc. Et j'avais l'impression, la sensation que ça allait me prendre trop de temps de faire des dossiers ennuyeux. Moi, je préférais aller voir des amis qui ont mis des petits tickets et tout de suite être dans le feu de l'action et créer ma boîte, lever des fonds, aller de l'avant. Tu nous rappelles en une minute comment tu as levé ton premier million d'euros là? En une minute, donc j'ai convaincu 130 potes qui m'ont donné donc à 130 10 millions d'euros. 10 millions, je dis ton premier million, c'est 10 millions. 10 millions, alors je ne les ai pas levés en un mois. Quand ils sont 30 potes, il n'y a pas que des potes. Hein, il n'y a pas que des potes. Ça veut dire que tu as vu des centaines de gens. Ah, j'ai vu des centaines de gens. Mais c'est pas un rendez-vous, un chèque. Il faudrait que tu présentes tes potes quand même. J'avais un taux de réussite quasiment à 98%. À partir du moment où j'arrivais à être en tête-à-tête avec quelqu'un et pouvoir lui présenter le projet correctement, 98% des cas, à la fin, même dans l'avion, je me suis assis à côté d'un mec dans l'avion, j'avais eu 2 heures pour lui parler, à la fin du vol, il m'a donné 300 000 euros. Alors que tu le connaissais pas? Je le connaissais pas. Au début? Je le connaissais pas, et la semaine d'après, j'avais les 300 000 euros sur le compte bancaire. Donc, brièvement, vous avez besoin d'argent, appelez Taïkris. Donc brièvement, voilà, j'ai levé ces 10 millions et j'ai créé cette application qui s'appelle On-Off, qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic. Et qui marche très bien. Franchement, on a une croissance de plus de 60% sur les derniers mois, c'est hyper excitant. Donc c'est les opérateurs qui te donnent ces numéros-là, c'est ça? Non, c'est directement le régulateur télécom, c'est l'ARCEP, on est devenu opérateur tout comme eux. Donc ça c'est en France, mais à l'étranger. Dans plein de pays, on est déjà opérateur dans 21 pays. On a pour espoir d'être le premier opérateur mobile mondial en termes de nombre de licences d'ici fin 2020. Donc voilà, c'est un challenge, alors pas en chiffre d'affaires, mais on va doucement et vite. Dans ton secteur, là, au sens large, j'ai envie de dire, Quant et Microsoft, avec cette alliance qui dérange, donc Quant, un moteur de recherche européen, qui s'est allié ou qui a renforcé ses liens avec Microsoft. Est-ce que tu as suivi ça? C'était la semaine dernière, je crois. Raphaël, alliance qui dérange un peu parce que Quant, c'est le champ de la lutte anti-GAFAM. On applique le RGPD avant tout le monde, on respecte vos données, votre vie privée, on ne vend rien vous concernant. Il y a juste quelques pubs, etc. C'est un peu le business model. Et en fait, on s'allie avec Microsoft. Microsoft, c'est un des géants, c'est un des GAFAM. En fait, je me demande si c'est pas plus un problème de communication déjà. Parce que Quant, en fait, échange déjà et a déjà un accord avec Microsoft depuis plusieurs années, notamment sur la partie image, il me semble, et sur aussi déjà la partie professionnelle. Search, voilà, donc, au niveau des serveurs. Donc là, en plus, ça n'a peut-être pas été bien détaillé, c'est vrai. Alors, là, je me fais un peu l'avocat de Quant, mais c'est vrai que sur la partie utilisateur, ça change rien. C'est vraiment sur la partie requête où là, Quant est un peu victime de son succès. Quand je dis succès, je dis pas que Quant est sur le point de remplacer Google. C'est relatif. C'est relatif, mais ils ont besoin quand même d'étendre leur infrastructure et donc de faire appel à Microsoft. Pourquoi? Parce que, mais c'est un peu la même question que pour nos amis chinois, qui en France, en boîte française, propose un service avec ce prix. Alors il y a évidemment OVH, on ne sait pas si c'est aussi une question de tarifs et de possibilités en termes d'infrastructure. Il y a un autre aussi, on pourra leur demander s'ils nous regardent, mais c'était Jaguar Network qui a été acquis par Iliad aussi de Xavier Niel. Donc pour moi, je vais même plus loin que Raphaël, c'est une énorme boulette de communication. Enfin, c'est parce que alors ils ont essayé de récupérer effectivement avec un blog de Tristan Nitto, mais quand on se vend sur la vie privée, le côté effectivement souverain français, le respect de vos données, et que on laisse passer une information qui effectivement n'est pas assez expliquée parce qu'on nous dit après que ça concerne que les pages, l'indexation. Il y a une défiance après qui peut se créer
Je comprends, mais pour en tout cas être quand même du côté un peu de Quant là-dessus, aujourd'hui le secrétaire d'État au numérique, ils ont fait une charte de respect de la vie privée et d'éthique qui a été écrite, et finalement tous les moteurs de recherche peuvent la suivre, et aujourd'hui il n'y a que Quant quand même qui la suit. Donc Google peut le faire, ils ne le font pas. Donc... Mais qui fait confiance aux chartes aujourd'hui parmi les utilisateurs? Oui, mais on est dans une ère où Facebook nous a menti depuis le début. C'est au courant que la charte existe. C'est un peu comme le RGPD. On est dans l'ère Cambridge Analytica, donc voilà, on est maintenant sur une méfiance qui est au plus haut niveau pour l'utilisateur. Donc de dire au fait on se met à Microsoft, mais on le faisait déjà avant, et puis vous inquiétez pas. Non, là on peut pas faire des plans de communication comme ça. Moi je pense que ça. Mais d'une façon je comprends, mais d'une façon quand même globale, pour une fois qu'il y a une énergie d'un moteur de recherche qui essaye de faire un contrepoids, même à leur petit niveau, pour essayer d'amener quelque chose un peu plus éthique. Par exemple, ils ont mis un bouton en haut, si on appuie sur ce bouton, on reçoit 2 fois plus de pubs, mais cet argent est donné à des associations, etc. Donc, bref, ils essayent, peut-être c'est un moyen de communication, là je suis d'accord avec toi, chacun essaye de trouver une façon pour émerger, mais n'empêche, c'est agréable quand même de voir une boîte qui essaye de faire un contre-pouvoir. Maintenant, ce qui se passe avec Microsoft, c'est vrai, je comprends que c'est une boulette. Ils veulent faire un peu le contre-pouvoir, Vivatech, etc. Donc c'est une visibilité énorme avec un contrôle et des pros de la com. Ce Vivatech, c'est une immense vitrine. C'est organisé par Publicis, donc oui, c'est un peu leur métier. On leur souhaite tous le meilleur du monde. À Quant, effectivement, c'est français, mais voilà, ils ne s'associent ni avec un Français ni avec un consortium européen sur ce cloud. Et on a un ministre qui nous vend la souveraineté aussi du cloud. Donc tout ça, c'est quand même. Ça fait tâche, quoi. C'est compliqué. Ça fait un peu tâche. Ça fait un peu étrange. Voilà, moi. Non, mais là, tu as tout à fait raison. C'est fameux débat. Le problème de fond. Est-ce qu'on reste sur la recherche alors que Google, on a perdu la bataille depuis un moment donné, ou est-ce qu'on se dit on a peut-être une carte à jouer ailleurs, ces fameuses filières françaises à développer, et est-ce qu'on met encore tous nos efforts sur quelque chose dont on est. Mais tu vois, le problème de fond de tout ça, finalement, ça reste l'aspect financier. Parce que toutes ces boîtes comme Quant ou quoi que ce soit, elles essayent de combattre contre ces géants avec les peu de moyens qu'elles ont. Et donc à un moment, elles sont pas faire le pacte avec le diable. Elles rentrent dans le rang, quoi. Mais à un moment, on connaît à peu près l'avenir de ce genre d'histoire. On a soit tu signes avec Google, soit tu signes avec Huawei. Mais bon, c'est un peu Google, c'est pareil, quoi. En tout cas, moi je soutiens des boîtes qui essayent de faire un contre-pouvoir au maximum. Voilà. Alors, pas de souffrance inutile. Alors, moi, de sujet dans un instant, vous restez avec nous, 21h15, le reste de l'actualité, pas mal de choses encore dans notre besace. Adopi, là, si vous vous rappelez d'Adopi qui luttait contre les fraudeurs, elle se rappelle être de bons souvenirs ce soir en s'alarmant sur l'essor, le boom de l'IPTV. Si vous piratez, je sais pas, les matchs de foot, la Ligue des Champions, etc., vous savez de quoi on parle. Visiblement, il y a beaucoup de Français qui s'y sont mis ces derniers mois. Et puis, Terminator, qui est de retour. Terminator, alors c'est le 6e opus. Peut-être que celui-ci sera bon. Peut-être que celui-ci, j'articule, sera bon avec ce double retour de Schwarzenegger et de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor. On en parle dans un instant. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. L'ActuTech est donc cette Adopi là, qui s'alarme de l'essor de l'IPTV. Raphaël, pratiquement un quart des internautes français regardent des programmes piratés et en direct. On ne télécharge plus, c'est du streaming là. Oui, c'est là où la Adopi prend un gros coup de vieux, puisque la Adopi c'est censé aller contre le peer-to-peer, donc les torrents, les trucs qui ont maintenant 10-15 ans. 10-15 ans, ouais. Donc ils alertent, ils peuvent rien faire, ils le précisent, mais ils alertent. C'est vrai que c'est une tendance qui est assez importante. Donc l'IPTV, je rappelle, donc c'est tout simplement la télé par Internet, avec des boîtiers qu'on trouve, je ne vais pas dire où évidemment, mais enfin qu'on trouve facilement sur Internet, quelques euros, avec des abonnements qui coûtent là encore quelques euros. Et alors il y a 5% des Français qui l'utilisent de façon régulière, c'est pas beaucoup. Le problème, c'est que ces 5%, ils l'utilisent beaucoup, justement, et ils se désabonnent des autres services. Et c'est là où on a beaucoup parlé du piratage, de musique, des films, où on parlait beaucoup de gens qui téléchargeaient des films que finalement ils n'auraient pas été voir au cinéma, ou de morceaux qu'ils n'auraient pas forcément achetés, ou finalement ils complètent aussi avec les concerts. Donc c'était un piratage qui ne nuisait pas forcément, en tout cas, aux ventes directement, pas dans tous les cas. Là, apparemment, c'est un type de piratage qui nuit directement aux abonnements. Autant de gens qui n'iront pas sur Bein, sur AMC Sport, sur Canal+. Exactement. Les gens qui utilisent ça se désabonnent. Donc c'est vraiment une solution de remplacement pour eux.
et qui est lié directement à l'explosion de l'offre et surtout à une nouvelle répartition. On connaît bien dans la maison, mais enfin une nouvelle répartition des droits. Avant, grosso modo, pour le foot, pour prendre l'exemple le plus emblématique, on s'abonnait à Canal. Maintenant, il y a Canal, il y a beIN, il y a RMC Sport. Demain, il y aura aussi Mediapro. Donc, du coup, ça coûte 30, 40, 50 euros par mois. C'est des dizaines d'euros à chaque fois. Ouais. Donc, il y a un éclatement comme ça des abonnements qui fait que ces solutions légales se développent. Je crois que c'est juste le problème du vieux monde avec le nouveau monde. Et dans la télé, ils n'ont peut-être pas trouvé ce qu'ils ont réussi à faire avec Netflix dans le cinéma, simplement améliorer l'expérience utilisateur. Un prix serré avec beaucoup de contenu. Avec beaucoup de contenu, une expérience utilisateur de qualité. Je veux dire, je pense que les gens, on a tous téléchargé de la musique illégalement au début quand c'était arrivé, et on préférait pas payer pour avoir des petites chansons comme ça. Au bout d'un certain moment, quand on a la simplicité, pour les plus vieux, quand on a la simplicité d'un service qu'on paye un prix par mois et qu'on peut regarder qu'on peut écouter d'une façon simple, finalement les gens préfèrent aller beaucoup plus sur le payant que. Donc je pense que Netflix, ça les empêche pas d'avoir 4-5 millions d'abonnés payants en France, donc de foyers. Oui, donc il y a la qualité, il y a la quantité. Il y a la place. Ça veut dire qu'il y a la place pour. Il y a clairement la place. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Taïg. C'est vrai que c'est plus Avant, c'était le téléspectateur qui s'adaptait au contenu télé. On lui disait voilà l'offre. Maintenant, c'est totalement l'inverse. C'est le contenu télé, les chaînes de télévision, les producteurs qui doivent s'adapter aux attentes et aux envies du téléspectateur. C'est complètement inversé, c'est complètement horizontalisé maintenant l'offre. Le problème, c'est qu'on est sur un secteur ultra réglementé, qui est quand même avec beaucoup de régulations sur les chaînes. Donc, qui a 15 ans de retard en France. Voilà, donc il n'est pas possible de créer une offre qui est très diverse et qui permettrait en fait d'avoir ces revenus qui sont effectivement captés par le piratage. Mais si on avait une offre concurrentielle diverse avec des nouveaux acteurs qui permettraient de choisir un peu ces contenus, puisque maintenant le rapport est totalement inversé, je pense que le piratage serait bien moindre. Donc il faut favoriser les acteurs. Et puis c'est vrai qu'Adopi, c'est un peu notre ligne Maginot à nous, des contenus illégaux, quoi, parce que ça, c'était avant pour les vidéos, les musiques, et puis maintenant s'attaque à la télévision, avec, il faut bien le dire, aucun effet pour stopper le piratage. Pour le moment, d'un point de vue juridique, il n'y a rien qui a été fait, mais il va y avoir une loi en principe sur l'audiovisuel qui devrait sans doute reportée d'ailleurs. Donc on va dire peut-être 2020 pour passer devant à l'Assemblée. Là, il pourrait mettre en place. En fait, l'IPTV, ça peut aussi se contrer, c'est-à-dire en mettant en place des blocages, en fait, comme Netflix le fait, par exemple, avec les VPN. En Angleterre, il me semble qu'ils font ça, ils bloquent carrément les IP de tous les serveurs de ces services, et puis c'est efficace, ou au moins ça casse un peu l'expérience, c'est-à-dire que le service va pas fonctionner, il va falloir attendre, donc ça va détériorer l'expérience. Aujourd'hui, on prend un boîtier IPTV, on a des hotlines, on a un service technique, on dirait qu'on a quelque chose d'officiel. Il y aura toujours la possibilité de contourner ça peut être contourné, le blocage. Mais ne serait-ce que d'instituer un peu ce jeu du chat et de la souris, ça va quand même embêter les fournisseurs, et ça va poser problème aussi aux clients, parce que l'expérience sera beaucoup moins bonne. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Le but, c'est de donner des revenus aux créateurs. Ce qu'il faut, c'est enlever cette réglementation qui est quand même assez élevée, et puis permettre derrière, évidemment, une multitude d'offres. C'est ça qui redonnera de la valeur aux gens d'attendre 3 ans pour voir un film, c'est pas possible. Bon, Jeanne, Facebook là, qui avance ses pions dans la blockchain, voire même dans les crypto-actifs. À Genève, en Suisse, ça rappelle un peu le moment où Facebook s'est installé en Irlande. Alors c'était en 2008. Je fais l'analogie avec l'Irlande parce qu'effectivement, Genève, c'est une terre d'accueil. C'est la crypto-vallée à Zug. C'est vraiment une terre très favorable fiscalement pour tout ce qui est revente de ces cryptos, de ces monnaies basées sur les protocoles Bitcoin et d'autres sur la blockchain. Donc Facebook fait le choix de la Suisse avec un projet qui a un nom de code un peu mystérieux, qui est le projet Libra. Pour peut-être donner naissance à une monnaie qui sera Libra, ou en tout cas Facebook Coin. On a très peu de détails. Voilà, donc c'est à nouveau constaté que Facebook s'entoure des meilleurs, d'un environnement idéal fiscalement, des meilleurs développeurs. Il y a David Marcus qui dirige la filiale blockchain, mais voilà, cette nouvelle société qui est en Suisse, c'est pour à nouveau. Il est passé de Messenger à la direction de la filiale blockchain, okay. Et c'est à nouveau pour prendre potentiellement, comme l'Irlande en point d'appui, le contrôle sur un continent, sur une nouvelle pratique qui est parce qu'on était en avance potentiellement... il y a 2-3 ans sur la blockchain en France.
Mais là, on est déjà... On était en avance, ça a toujours été assez flou pour les entrepreneurs et sur le cadre légal, hein, tandis que la Suisse a toujours dit, nous ce sera 0%, et puis elle va même pêcher les entrepreneurs français pour leur dire d'ouvrir des comptes et en tout cas de venir entreprendre dans le pays. Donc, il n'y a pas de taxation sur la détention? Non, il n'y a pas de taxation en Suisse. Voilà, il n'y a pas de taxation. En France, c'est quoi le dernier cas? On est à la flat tax? C'est alors toujours un peu compliqué, c'est malheureusement cette complexité qui freine encore, mais c'est les fameux BNC, alors bien voilà, alors du coup c'est autour de 30%. D'accord, flat tax. Okay. Occasionnel ou pas, régulier ou pas, ou vente occasionnelle ou vente régulière. Voilà, tout ça c'est toujours la question qui se pose. Il y a la loi Pacte effectivement, mais c'est vraiment un enjeu énorme. Hein. C'est Facebook Bank, potentiellement. Ça va changer notre monde énormément. Via la Suisse, sans passer par aucune banque, mais en passant par Facebook. Ouais. Parce que c'est clair que le business model de Facebook n'est pas sur la monnaie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme ils font toujours, ils vont dire les 10 premières années. Tout est gratuit. On va pouvoir s'échanger, se faire des transferts sûrement de monnaie totalement gratuitement pour prendre le marché. Et c'est vrai qu'il y a, je sais pas, plus de 2 milliards d'utilisateurs Facebook. Et je ne sais pas s'il y a plus d'1 milliard de personnes qui utilisent quotidiennement le dollar, quoi. Donc, c'est sûr que ça va révolutionner. Et j'en suis persuadé que d'ici peut-être 2-3 ans, ça va arriver très vite. Les gens vont commencer à payer à leur boulangerie le pain. Donc ce serait la première monnaie au monde, en fait? C'est ce que tu nous dis? Ah bah oui. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Et ce serait sur la blockchain? Ah ben bien sûr, c'est la blockchain, c'est juste une technologie pour arriver à le faire. Mais aujourd'hui, il y a quand même une réalité. Quand on regarde le nombre de gens dans le monde qui utilisent le dollar, il n'y a pas 1 milliard de gens, il y a beaucoup de boîtes et 300-400 millions de personnes qui utilisent le dollar. C'est une histoire de pouvoir, c'est-à-dire que puisque tout le monde a Instagram, en tout cas en France, etc., aux États-Unis, finalement, la petite boulangerie du coin va, comme ils font en Chine, mais les Chinois ont fait la même chose déjà avec WeChat. On peut déjà tout payer avec WeChat aux États-Unis. Ils n'ont pas créé une monnaie, mais c'est sino-chinois. Ce qui fait que WeChat a pris le dessus sur WhatsApp en Afrique. Notamment, il y a beaucoup de pays africains où ils sont largement en avance sur nous sur le paiement par mobile. Et c'est cette fonction qui a aussi fait la différence et qui a fait que WeChat a devancé Bien sûr, mais en tout cas, les banques vont beaucoup souffrir là-dedans. Alors, ils vont se battre dans tous les termes juridiques pour bloquer en essayant... Les banques suisses, peut-être un peu moins, justement. Oui, les banques suisses, mais en tout cas, les fonds monétaires, etc., ça va faire... Il va y avoir sûrement une guerre juridique pendant 2-3 ans, mais à la fin, ils vont beaucoup souffrir parce que les banques font partie, en quelque sorte, de l'ancien monde, en termes d'expérience utilisateur, etc. Et leur business model est là-dessus, alors que Facebook, le business model n'est pas là-dessus. Eux, ils vont faire du tout gratuit, ils vont disrupter le modèle, et une fois qu'ils ont le pouvoir, après ils vont monter les prix. Ce que disait très bien. Ça semble assez limpide quand on l'écoute comme ça. Le blogueur spécialisé Bitcoin qui est Asher, et je le salue, mais il notait en plus très justement que Facebook possède des comptes qui ne sont pas bancarisés. Donc c'est sur les 2,7 milliards d'utilisateurs de Facebook. Comme c'est le cas en Afrique aussi. Ouais, exactement. Ton mobile, en Afrique, c'est des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Donc là, c'est directement leur apporter un service de banque. Je ne m'étonnerais pas que plus d'un humain sur 2 sur la planète n'ait pas de compte bancaire. Je ne connais pas les stats, mais ça ne m'étonne pas. Après, je veux pas casser l'ambiance, mais simplement Facebook, ils ont déjà fait du paiement, ils l'ont abandonné là en France et en Angleterre parce que justement, ça ne marchait pas du tout. Il y a aussi la question de la confiance. Est-ce que les gens ont envie de payer avec Facebook aujourd'hui, avec la question des données personnelles? Est-ce que les gens ont envie de donner ces informations? 4-5 ans, on verra. Ouais. Non, mais... Bon. Non, mais là, je vais exclure volontairement Raphaël et Jeanne. Les moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre et connaître Terminator. Toi, t'as dit que t'es du bon côté, donc ça te parle. Il y a 35 ans, première sortie donc Terminator. Et là, on revient à la Terminator Dark Fate. Alors c'est le 6e opus. Ça fait beaucoup 6 parce qu'effectivement, les 3, 4, 5 apparemment étaient des fours. Mais le 6e, on nous dit, ça peut être canon parce que voilà, on remet Schwarzenegger et Linda Hamilton, donc la fameuse Sarah Connor à l'écran. Alors évidemment, elle a vieilli, comme toi et moi, mais ça peut le faire là. Ah non, mais moi j'adore ce genre de film. De toute façon, j'avais dans une petite partie de ma vie commencé à écrire des scénarios. Je faisais mes cours de comédie, donc j'adore les films d'anticipation. Et ça, clairement, c'est un film d'anticipation. Et donc j'adore ce genre de choses. C'est clair, il y a de l'action, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Oui, derrière, il y a toujours évidemment, Jeanne, les robots qui prennent le pouvoir et qui se retournent contre nous. Donc c'est ça aussi dans notre imaginaire. Effectivement, je ne suis pas une spécialiste de Terminator parce que j'ai envie de dire que je suis né après 1984, mais je souligne 1984
1984 parce que c'est l'histoire en fait qui démarre en 1984, si j'ai bien relu et si j'ai bien potassé. Donc c'est évidemment la référence au roman de George Orwell, très célèbre, 1984, lui-même écrit en 1949. Donc en fait, c'est une très bonne réflexion sur est-ce que la liberté a été gagnée toutes ces années, puisque 49 rédaction de 1984, 1984 Terminator, aujourd'hui 2019. Voilà. Est-ce qu'on a progressé dans la liberté? Est-ce qu'on est plus contrôlé? Finalement, c'est peut-être une morale optimiste. 1984, le roman prévoyait vraiment une dictature, un monde terrible. Effectivement, on a des risques, il faut se battre. Il y a aujourd'hui des affaires qui montrent que des journalistes sont mis en danger. Donc il faut effectivement veiller, c'est ça la morale, mais on n'a pas les scénarios catastrophes du Terminator ou de 1984. On n'a pas, par contre il y a un truc quand même qui est une question à se poser, c'est que le jour où ils arriveront... Vas-y. En tout cas, le jour où ils arriveront à faire une intelligence artificielle qui est qui arrive à penser par elle-même, là ça va changer les choses d'une façon folle, parce qu'il suffit de rajouter de l'énergie dans la machine et on va se retrouver face à une personne qui a 1000 fois plus, 10 000 fois, 100 000 fois plus de potentiel intellectuel. Bon, c'est ce qu'on disait dans les science-fiction déjà des années précédentes. Merci à tous les deux. Jamais Jacques Dusseuil, globalicenow.com, on va te lire évidemment sur Globalize Now, et Ty Chris, On-Off Télécom, on va tous s'abonner ce week-end. Et donc Raphaël Rabi, on retrouve dans une dizaine de minutes pour revenir sur l'actu du jour. A tout de suite, 21h30.